Bonjour tout le monde et bon matin, bon dimanche matin. On est dimanche 3 avril 2022. Il est tôt. Il est tôt parce que j'ai enregistré la vidéo d'avance. Pour ceux qui n'ont pas vu l'annonce publiée cette semaine, à partir de maintenant, l'émission Sunday Morning ne sera plus un live, mais sera une vidéo préenregistrée. À partir de maintenant, il n'y aura plus deux parties avec une partie news et une partie code. Je vais plutôt faire des codes plus tard dans le mois, ailleurs, autrement, et je vais faire des news maintenant. C'est-à-dire une vidéo un peu plus courte, c'est-à-dire une vidéo peut-être un peu plus facile à suivre. Faut avouer quand même qu'une heure de vidéo, c'est quand même un peu long à regarder. Et je me dis que si je scinde un peu mieux les choses, ça sera peut-être un peu plus vu. Et ça me permettra peut-être de mieux me concentrer vraiment sur le contenu d'une seule vidéo à la fois. Voilà, c'est un essai. De la même manière que l'écran d'accueil, c'est un essai, c'est un peu bizarre cet écran d'accueil qui est venu vous annoncer épisode 12 avec quelques sujets comme si... Je sais pas, comme si on était encore à l'époque où je faisais un live et que je laissais cet écran le temps que j'arrive. Enfin bon. Donc j'ai préparé quelques informations, quelques news, quelques actualités, je sais pas, bref, des sujets. Voilà, c'est hyper vague comme mot, hein, tout ça. J'ai quand même préparé quelques sujets pour cette émission et puis j'ai voulu en mettre peu. Il y aurait plein de choses à dire sur ce qui s'est passé récemment et forcément, il y aurait des choses à dire à propos de ce qui se passe en Ukraine. Pas parce que j'ai le moindre commentaire à faire sur la crise et l'horreur vécue et qu'importe, c'est pas le sujet. Il y a quand même un truc hyper intéressant en termes de cybersécurité puisque la guerre se joue également du côté des hackers. Alors j'ai essayé de creuser, j'ai vu que certaines choses étaient faites, j'ai vu qu'Anonymous était là, j'ai su qu'il y avait une partie de l'armée ukrainienne qui faisait des choses, mais il n'y a rien de clair, il n'y a rien d'évident. J'aimerais bien avoir une espèce de liste, savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, ou au moins avoir un exemple concret d'un type d'attaque, comment ils s'y sont pris. J'ai pas réussi à préparer ça dans les temps et je pense que c'est peut-être pas plus mal. Ça sera bien d'avoir du recul aussi là-dessus. Bref, c'est quand même un sujet qui est important, mais ça sera pour une autre fois. Aujourd'hui, j'ai une news qui date de février. Alors vous allez me dire, oui, le sujet d'avant aussi date de février. Oui, malheureusement. Mais moi, ça date du 10 février, donc 2 semaines avant, quand on était si naïf et qu'on croyait que jamais un conflit tel surviendrait. Bref, changeons de sujet. Tada, la CNIL. La CNIL a déclaré, après quelques recherches, a déclaré que travailler avec Google Analytics, c'était pas conforme au RGPD. Ah, oups, ça irait mieux si je changeais d'écran. Hein, Jeep? Hein? Ah, Ali, mais voilà, c'est mieux. Le petit... Comme si ma souris fonctionnait pas. Ah oui, nouvel essai aussi, d'ailleurs, j'ai pas le même pyjama. Mais je suis toujours en pyjama. Et j'ai toujours mon petit thé, ma tisane, tout ça. Je suis bien, je suis au chaud. On est bien. D'ailleurs, vous aviez peut-être vu une dernière fois, il me semble, le soleil derrière. Vous allez pouvoir voir le soleil se lever pendant l'émission. Quoi qu'il en soit, reprenons sur la CNIL. Saisie de plainte par l'association NOYB. NOYB, c'est None of Your Business. Je pense que le nom évoque clairement de quoi il s'agit. Hein. C'est ce qu'on pourrait dire aux entreprises qui s'intéressent un petit peu trop à nos habitudes et à nos vies privées. Donc là, c'est pour dire non, c'est pas de vos affaires. Et donc, en collaboration avec ses homologues européens, ils ont analysé les conditions dans lesquelles les données collectées grâce à cet outil sont transférées vers les États-Unis. Bah ouais, puisque c'est ça l'essentiel du problème. Tout ça pour en arriver à la conclusion que c'est pas conforme au RGPD. Alors, je pourrais aller dans les détails, mais en fait, je vais juste vous mettre l'article en description, parce que moi, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Moi, aujourd'hui, il y a deux choses qui m'intéressent. D'abord, il y a une annonce récente qui dit que Google a décidé que leur logiciel actuel, qui est Universal Analytics, allait s'arrêter en juillet 2023 et qu'ils allaient sortir une nouvelle version qui s'appelle Google Analytics 4.
et qui va sortir là, dans quelques mois, en 2022, j'ai pas la date exacte. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est... Bon, ben en février, on leur a dit non, c'est pas conforme. Là, tout récemment, fin mars, ils nous annoncent... je pense pas que c'était en avril, parce que comme on est le... On est... Ouais, non. Donc c'était fin mars. Ils ont décidé qu'ils sortaient quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout, j'ai eu beau creuser, enfin creuser, non, j'ai pas beaucoup creusé, j'ai pas assez creusé, c'est sûr. En tout cas, j'ai pas eu d'informations très claires comme quoi Google Analytics 4 allait être plus conforme au RGPD que ce que peut l'être l'actuel Universal Analytics. Quoi qu'il en soit, la meilleure solution pour que des données de ce type soient conservées de manière conforme au RGPD, ben, la solution c'est d'utiliser Matomo. Et bien voici Matomo. Alors Matomo c'est un logiciel libre, ça veut dire que vous allez pouvoir l'installer vous-même, ça veut dire que vous allez pouvoir le modifier, ça veut dire que vous allez pouvoir y contribuer. Et petit message déjà quand on arrive ici, gros titre, Google Analytics Alternative that protects your data and your customers' privacy. Alors si vous voulez, étant donné que vous êtes pour la plupart francophones, je vais faire comme ça. Voilà, fr.matomo.org, un peu mieux. L'alternative à Google Analytics qui protège vos données et la vie privée de vos clients. Et en plus, non, c'était pas l'information que je voulais ici. Sur la version en anglais, on l'avait. C'est aussi l'autre site qu'ils mettent, comme quoi ils sont New Guide 10 Key Consideration when choosing GDPR compliant Web Analytics. Ils arrêtent pas de dire que eux, ils sont conformes au RGPD. Je vais rester sur la version française. Alors, Matomo, il y aurait plein de choses à dire, notamment de faire une petite démo. Et je pense que c'est là que je vais aller en fait. Et mon objectif, c'est pas forcément de montrer en quoi c'est conforme au RGPD. Moi, je suis un développeur et j'ai envie de jouer avec du code. Et j'ai envie de vous montrer comment est-ce qu'on peut commencer à jouer avec Matomo. Donc, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai voulu tester le Cloud Matomo. Quand on clique là-dessus, on arrive sur un formulaire où on va mettre un email, l'adresse de son site, et là on reçoit par email de quoi avoir une instance chez eux pour pouvoir tester. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. J'ai affaire à un logiciel libre, moi je veux juste pouvoir l'installer et jouer avec, c'est tout. Donc je vais plutôt aller sur le Matomo auto-hébergé. Et là je vais avoir des informations. Comment est-ce que je peux l'auto-héberger? Alors, le lien il est là, non c'était peut-être tout en haut. Installer Matomo en auto-hébergement gratuit, on n'y est pas loin. Ouais. Voilà, download Matomo for free. À partir de là, ah ben non, je voulais un autre lien, mais c'est pas grave. À partir de là, donc ça me télécharge un zip. Et ce zip, je l'ai déjà dézippé, il est déjà prêt en fait. Donc on peut aller directement sur le dossier que ça a créé. Je vais aller plutôt ici. Ça m'a créé un dossier où j'ai le dossier Matomo et un petit fichier HTML How to install Matomo. Et je pense que c'est la même chose que ce qu'on a ici. J'ai pas vérifié. De toute façon, c'est pas très intéressant là pour le moment. Je vais aller sur le dossier Matomo. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve, attendez, je vais peut-être faire un petit... ls-l, c'est là, voilà. Histoire qu'on voit un peu le type de fichier qu'on y trouve. Il y a un fichier config, il y a un fichier console. Ça dit quelque chose la console? Vous savez, la console de Symfony que j'arrête pas de dire, la console de Symfony, elle est réutilisée dans plein d'autres projets. Et bien Matomo aussi en fait partie. Core JS Long Libs, il y a un petit index.php qui est à la racine, il n'y a pas un dossier web ou autre. Donc moi ce que je souhaiterais faire c'est un serveur PHP -s majuscule, je mets PHP -s majuscule localhost 2.8000. On va démarrer un serveur web pour PHP directement dans le dossier Matomo. Donc quand je vais sur l'adresse localhost 2.8000, ça donne ça. J'arrive dans une installation de Matomo toute propre. Et c'est ça qu'on va faire ensemble. Donc en fait, c'est super simple. J'ai juste cliqué sur des boutons parce que c'est magique. Et c'est à ça que ça sert de faire du code, de faciliter la vie des gens.
Donc là, premier clic, hein, je vais aller à la suite, copier ou télécharger des informations ci-dessous au cas où notre équipe d'assistance vous les demanderait. Je vais pas faire ça, mais faites-le, ça peut être intéressant. Soit vous copiez ça, soit vous l'enregistrez à quelque part, comme ce qu'ils ont dit, vous téléchargez. Voilà. Copier ou télécharger. Bon, c'est pas très important pour moi, ça fait juste me montrer en fait les différentes versions de toutes les librairies. Je trouve que c'est une étape mais tellement intelligente. Je pense qu'il y a de nombreux CMS qui s'installent tout seuls qui devraient avoir ce genre de choses. Je continue. Suivant. J'ai cliqué ou j'ai pas cliqué? J'ai pas l'impression d'avoir cliqué. Ah oui. Voilà. Information de la base de données. Comment est-ce qu'on peut se connecter à la base de données? Alors, j'ai le choix, hein. Je pourrais faire du MySQL ou du MySQL. Ouais, vous avez vu? En fait, j'ai pas le choix. Hein. C'est le moyen de me connecter, mais c'est pas. J'ai le choix entre MySQL ou MySQL, sérieusement. Donc, je vais aller sur 127.0.0.1, mon login, mon mot de passe et le nom de la base. Ben, si vous voulez, on va l'appeler Matomo_demo. Préfixe des tables. Là, c'est quelque chose que vous avez probablement déjà vu. Chaque fois que je vais me connecter à une base de données, je vais devoir donner un login, un mot de passe et un serveur. Ça, c'est logique. Je vais donner le nom de la base de données, bien sûr. Et puis, éventuellement, je vais avoir un préfixe pour les tables. Donc, un préfixe du style, je mets WP pour WordPress. Ben là, je peux mettre Matomo. Ce qui me permettra, en fait, de faire cohabiter plusieurs projets sur une même base de données et de m'y retrouver. Donc si j'ai à la fois Matomo et WordPress sur la même base de données, parce que j'en ai qu'une seule, et bien, toutes les tables seront bien rangées parce qu'elles auront toutes le même préfixe. Et ça, c'est cool. Bon, c'est un peu du détail, mais utiliser un préfixe, ça vaut la peine. Non, enregistre pas route, c'est bon. Table créée, donc ça veut dire qu'il a réussi à se connecter, qu'il a réussi à créer la base de données Matomo Demo parce qu'elle n'existait pas avant, et puis probablement qu'il a mis les données initiales qui vont dedans. Allez, suivant. Nom du super utilisateur. Ça y est, je vais pouvoir configurer l'utilisateur principal. Alors bien sûr, au lieu de mettre admin, ne mettez plus admin pour l'utilisateur principal, s'il vous plaît. Ne mettez plus admin, mettez le nom de la personne. Admin, c'est pas un utilisateur. Je sais, c'est là, c'est par défaut, c'est pratique, mais on va pas faire ça. On va arrêter de faire ça. On va faire un truc propre, un truc safe. Et en fonction de l'instance, on choisit le vrai utilisateur. Tiens, aujourd'hui d'ailleurs, l'utilisateur, ça sera pas Jeep, ça sera Milo. Et Milo, son mot de passe, on va mettre quelque chose de suffisamment compliqué, du style Milo. Ouais, parce que bon, je sais, c'est pas terrible, mais c'est pour une install, pour une démo. Faut que je me rappelle un minimum du mot de passe. Le courriel, eh ben, on va essayer milo@plus.yt. Pour ceux qui savent pas, Milo, c'est mon chat. Envoyez-moi des courriels pour les mises à jour, non. Envoyez-moi des informations à propos des produits, non plus. J'en veux pas, merci. Suivant. Alors normalement, je vais avoir une confirmation par email, mais j'ai pas besoin de recevoir l'email pour valider quoi que ce soit. Hein. Là, on est à une étape d'installation sur une instance en local. Pour un peu, l'envoi d'email n'a même pas fonctionné de toute façon. Donc, peu importe ce que je fais dedans. Nom du site web. Quel est le premier site web que je voudrais pouvoir utiliser sur Matomo? Attention, je pourrais en mettre plusieurs. Donc nom du site web, bien sûr, je vais mettre .plus. Et normalement, si je vais mon petit raccourci comme ça, .place, super. Je vais écrire .plus. Et l'URL, on va mettre plus.yt. Fuseau horaire du site web. Alors, c'est un peu bizarre de demander le fuseau horaire d'un site web. Mettons que vous pouvez mettre le fuseau horaire le plus à même de correspondre au public de votre site web. Mais bon, on avait compris quand même. Il est où la France? On n'a pas la France. Ah, parce que j'étais en Afrique, forcément. Tout de suite, en Afrique, j'aurais pas la France. Amérique centrale. Sinon, ça marche si je commence à taper France. Ah oui, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. E-commerce n'est pas un site e-commerce activé. Alors c'est un module en plus en fait qui s'active qui permet de gérer l'e-commerce. J'avoue, je l'ai pas vraiment testé. J'ai vu qu'il y avait 2-3 fonctionnalités pour suivre des produits, mais le but c'est plus de voir
d'avoir quelques fonctionnalités qui permettent de voir ce que les utilisateurs vont voir le plus souvent. Enfin, voilà, il y a des stats sur les produits. Je vais arrêter là. En fait, vous avez compris, c'est pas très clair pour moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, de toute façon, on est sur une découverte. Code de suivi JavaScript. Et ben ça, c'est le code que j'ai besoin de mettre en bas de ma page pour que je puisse utiliser Matomo. Petit code JavaScript. Alors, je l'ai sélectionné, il n'est pas désélectionnable. Ah oui, c'est bon. Sinon, je peux envoyer ces instructions par courriel. Alors ça, c'est une autre fonctionnalité, mais vraiment intéressante. Ça veut dire que moi, je suis développeur ou je suis sysadmin. J'ai un client, j'ai un site web dans l'entreprise, peu importe. Je vais travailler avec d'autres gens qui, eux, sont chargés de prendre ces informations-là et de les mettre dans la page. Et ben, je peux envoyer ces instructions par email. Et ça, c'est magique. Donc ils vont recevoir un email, probablement avec le code là, ou au moins un bout de code pour revenir ici. Et ils se débrouilleront, quoi qu'il en soit. Si moi j'ai pas à le faire, c'est cool. Analyse des logs, application mobile. Application mobile. Vous ne travaillez pas sur un site web, vous pouvez aussi suivre une app mobile. Bah ouais, parce que mon app mobile, elle va déclencher des choses quand même. Donc je peux aussi suivre des informations sur une app mobile. API de suivi HTTP, ça c'est vous permet de suivre ce que vous souhaitez. Elle peut être utile si vous utilisez un langage. Ouais, mais attendez, c'est parce que je m'attendais à avoir un petit détail. Mais en gros, c'est une API, hein, c'est simplement pour avoir des données, avoir des détails. Si vous voulez connecter Matomo avec un dashboard, par exemple. Non, mais avec des outils de votre entreprise, ça peut être intéressant. Si vous voulez mettre, je sais pas moi. Si vous vouliez faire un compteur à l'ancienne, un compteur comme on faisait dans les années 90, même début 2000, dans lequel on mettait le nombre de visites qu'on avait eu sur notre site, pour mettre ce genre de compteur, il faudrait éventuellement faire appel à l'API. Ça pourrait être intéressant de faire comme ça. Bref, je fais suivant. On est d'accord que je suis toujours en local. J'ai pas un vrai Matomo là à vous montrer. Je suis en train de faire une installation avec vous, c'est en local. Alors, attention, vous accédez maintenant à Matomo depuis localhost index. Matomo a été configuré pour s'exécuter à cette adresse. Ah oui. Cliquez ici pour accéder à Matomo de manière sécurisée. Ouais. Et supprimer cette alerte. Vous pouvez aussi contacter votre administrateur avant de l'avertir. De l'avertir de ce problème. Ça, si vous voulez, vous pouvez faire une contribution. Hein. Vous pouvez aller faire une pull request juste pour corriger le end et puis mettre un petit et dans la version française. Non, parce que là, on a une page vraiment en franglais. Hein. How do I fix this problem and how do I log in again? Bah, d'accord, merci, mais j'avais du français en fait. J'avais sélectionné français, madame. Comment on fait? Bref, on va essayer leur lien. Cliquez ici pour accéder à Matomo. Ah, ça marche pas. Non, parce que en fait, eux, ce qui a été enregistré, c'est ça. Et je suis en train d'y accéder avec ça. Donc lui, il est en train de dire, oula, non, 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 c'est pas comme ça que c'est supposé fonctionner. Il y a un problème. Il me propose de venir modifier le fichier config.ini.php pour ajouter ça dedans et autoriser à ce que les connexions puissent également se faire depuis localhost 2.8000. Écoutez, on va faire ça. Je vais ouvrir un nouvel onglet ici. Je suis bien dans Matomo, parfait. Je fais un petit code point. Bah oui, parce qu'on a toujours besoin de développer encore. Et donc on va aller dans le config, on va aller dans le config.ini.php et on va regarder un petit peu ce qui se trouve. Et là on a Trusted Hosts et on pourrait avoir un tableau en fait. Donc je pourrais rajouter une ligne et autoriser autre chose. Mais en fait localhost tout court, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire. Et moi ce que je proposerais, ça serait de bien conserver le fait que c'est localhost 2.8000 qui doit être pris en compte. Sachant que ce fichier ini est rechargé à chaque fois, j'ai pas besoin de recharger mon serveur web ou autant. Je vais juste mettre le focus sur la fenêtre qui est là, je fais un petit CTRL R et ah, ça marche. Vous avez vu, ça fonctionne. Super. Alors ça, je le garde dans un coin, comme ça.
Ça y est, ça fonctionne, j'ai un Matomo qui marche et je suis content, je vais pouvoir me connecter avec mon superbe utilisateur qui est Milo et son mot de passe Milo Milo. Good, connexion, super. Une seule et dernière étape pour suivre votre trafic avec Matomo et obtenir des informations précieuses. Alors en fait, ce qui me met là sous les yeux, c'est une page en train de me dire ben, on n'a pas de data, donc peut-être que vous n'avez pas encore collé votre code de suivi et donc il me propose différents moyens de pouvoir suivre mes pages. Alors ici, j'ai une intégration qui serait à mettre directement avec certains sites bien connus ou certains CMS bien connus. Donc on a Wix pour ceux qui connaissent, on a le CMS Joomla, mais on a aussi WordPress. Donc il y a en fait un plugin WordPress où il suffirait de venir lui donner, je crois, une clé API et ça marche. Mais ça marche, mais c'est de la magie. Il n'y a rien d'autre à faire. Il se débrouille pour mettre le bout de JS là où il faut. Il permet même de récupérer les données et de tout voir directement à l'intérieur de son WordPress. Je trouve ça génial. Code de suivi, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Gestionnaire des balises Matomo. Vous ne savez pas ce que c'est un gestionnaire de balises? Non, je ne sais pas ce que c'est. J'ai pas envie de savoir aujourd'hui. J'ai l'impression que vous avez inventé un truc. C'est pas grave, on peut creuser plus tard. Allez voir. Moi, je vous fais une initiation. Allez voir. C'est intéressant. On a affaire franchement à un univers complet là avec Matomo. Et puis d'autres moyens. Analyse des logs, application mobile et SDK, API de suivi, c'est ce qu'on a eu plus tôt. Ah oui, je viens de comprendre que... Oh, pardon. Je viens de comprendre que API de suivi, il y a peut-être un petit... comment je dirais, une petite différence avec ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je parlais d'utiliser l'API pour récupérer des données et que là, en fait, je suis en train de voir qu'il s'agit d'une API où je vais pouvoir dire « Hey, j'ai eu un clic à tel endroit, hey, j'ai une stat d'un tel à tel endroit. » Ce qui peut être super, justement, selon certains types d'applications, selon certains types de... Je sais pas, je pourrais peut-être réussir à coupler un Matomo avec de la data de maison connectée. On pourrait essayer un truc comme ça, où on envoie des valeurs, il y a des températures ou autre, ça fait des graphiques. Matomo n'est pas du tout prévu pour ça, hein. Ça serait vraiment pour le tordre et puis pour voir qu'est-ce qui peut en sortir. Bref, je mets ne pas afficher ce message pendant 1 heure et il m'amène sur le tableau de bord. Et sur le tableau de bord, j'ai bien accès aux données de mon site. Alors, j'ai pas grand chose, bien sûr, puisque forcément, je viens juste de créer l'instance et que je l'ai pas connecté à un site du tout. Mais c'est pas grave, c'est pas vraiment important. Quoi qu'il en soit, j'ai une espèce de dashboard ici, donc tableau de bord, bien sûr, où je vais pouvoir jouer avec les tuiles, les déplacer, les cacher, parce que je sais pas, je me dis tiens, ça m'intéresse pas. Ouais, ça m'intéresse pas. Voilà. Et puis ben voilà, on aura des détails. Si vous regardez un peu, ben en termes de design, c'est pas fou. C'est du material design. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande de fonctionner. Et puis, ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt en termes de données. Donc déjà, sur la page d'accueil, avoir les données sur les dernières 24 heures et les dernières 30 minutes, c'est des données intéressantes, mais je peux éventuellement rajouter des datas du genre. Je pense qu'on peut le faire sur une autre échelle que 30 minutes. Si on a un site qui est très visité, les données vont bouger en live. Et donc, il est possible de visiter en temps réel et démarrer, cliquer pour mettre en pause. Il est possible de mettre en pause. Comme ça, ça arrête de bouger et on peut peut-être, je sais pas, faire un screen, étudier, prendre des notes, à vous de voir. J'ai cliqué, c'était pas voulu. Pas grave. Je vais avoir un graphique ici sur les visites par jour. Ensuite, si je vais sur visiteurs, je vais avoir des données à propos de mes visiteurs. Alors oui, on continue de récolter des données. Oui, mais on est RGPD friendly. Donc on ne garde que des données qu'on peut garder. On n'a pas les IP ou on n'a pas ce genre de choses. Et derrière, ben, il va y avoir toute une politique pour pouvoir conserver ces données. Est-ce que ça m'intéresse de toute façon d'avoir des données qui ont plus d'1 an par rapport à mes visites? Ah si, non, plus d'1 an, oui. Mais qui ont plus de 5 ans. Je suis pas sûr. C'est pas très intéressant.
Ensuite, comportement, acquisition. Ah mon dieu, il y a tellement de choses. Tellement de choses, tellement de fonctionnalités. Non mais là, il faudrait un livre au complet. Hein. Moi, je voulais vous faire une initiation. Je voulais vous montrer que c'était un peu galère à partir du site de pouvoir télécharger Matomo. Mais si vous le cherchez depuis GitHub, vous allez trouver. Je voulais montrer que c'était une fois que c'était téléchargé, ça marche tout seul. Je lance mon serveur web là, mais là je vais pas le lancer sur un serveur web. En vrai, je vais plutôt l'envoyer directement sur un serveur, soit avec un git clone, soit avec un FTP. Vous vous débrouillez, mais en tout cas, ça va être facile à installer. Je débarque dessus alors que j'ai pas modifié le moindre fichier et ouf, ça marche. Là, il y avait un défaut. Il a pas trop aimé que j'aille sur localhost 2.8000. Il a pas trop aimé que je sois sur un serveur de dev que je me suis ouvert pour moi. Mais bon. Ensuite, le soleil se lève encore. Je sais pas si vous voyez là. Coucou. C'est mon petit script qui fait déplacer la lumière. Quoi qu'il en soit, je m'arrête là, je pense. Il y a beaucoup de choses à voir hein, en termes de quels sont les types de données que je peux avoir, mais on est vraiment sur un équivalent de Google Analytics. Donc, hébergez vos propres données au lieu de devoir vous fier à Google. Sachant que Matomo, étant un logiciel libre, eh ben, il vous appartient à vous autant qu'aux autres, contrairement à tous les logiciels Google Analytics qu'il y a pu y avoir. Quand je dis logiciel, je veux dire vraiment la version qu'ils ont sortie. Là, on parle de... Là, tout à l'heure, je parlais de Universal Analytics et de Google Analytics 4. Voilà, c'est un logiciel, quoi. C'est un produit qui sont sortis et qui mettent à disposition. Prochain sujet, j'ai envie de vous parler de documentation. Je l'ai évoqué dans mon annonce et parlons-en maintenant. Je vais avoir deux équivalents, vraiment deux équivalents. Je vais vous parler de MKDocs. MKDocs qui a l'air un peu ancien, alors on va mettre ancien avec des gros guillemets. Des gros guillemets. Il est ancien. Parce que voilà, apparemment ça date de 2014, c'est pas si vieux que ça, c'est juste qu'on a l'impression que ça date un peu. Alors est-ce que je peux retrouver la vraie date? Est-ce que ça serait une vraie date si j'allais voir... Bah, c'est pas dans l'UNMI. Si j'allais voir l'historique des commits. Mettons que je vais voir l'historique des commits et que je veux voir... ah non, mais tu vas pas me faire toutes les pages, c'est pas ce que je veux. C'est pas comme ça que ça marche. Non. Juste non. Je vais pas faire comme ça. Je vais plutôt aller voir sur Insight. Et puis sur Insight, je devrais peut-être pouvoir avoir un historique des commits dans ce genre-là. Ok. Et j'ai pas la possibilité de dézoomer? Non. Code frequency... Ok, bon, je vais pas chercher plus loin, c'est pas grave. J'aurais juste aimé voir, mais... Ah, j'en ai peut-être un avec Network. Parce que Network, c'est une timeline avec toutes les branches et tous les forks, etc. Bref, MKDocs, c'est une solution écrite en Python qui va permettre de rédiger des documentations. Avec MKDocs, je vais avoir la possibilité, et je cherchais juste à quel moment ça avait été créé, hein, je vais avoir la possibilité de rédiger mes documentations en Markdown et lui il va s'occuper ensuite de me faire une belle mise en page. Si je connais MKDocs, c'est que je m'en sers au travail régulièrement et que je ne m'étais pas vraiment penché sur comment ça fonctionnait jusqu'à ce qu'on le compare à vue près et que je fasse. Mais oui, c'est pareil. Et donc je me suis mis à creuser un peu mieux le sujet. Bon, encore là, hein, ça va être long si je vais aller jusqu'au bout. En plus, j'ai même pas l'année. Si je mets ma souris dessus, je vais vite me perdre. Tant pis. On va considérer que c'est 2014. C'est quand même un peu vieux 2014. C'est quand même un logiciel qui a 8 ans. Je vais aller sur Getting Started et là-dessus, je devrais avoir des informations sur comment est-ce qu'on peut l'installer. Alors déjà, MKDocs va falloir l'installer avec PIP. Ok, bah moi je veux bien utiliser PIP. Je vais me déplacer ici. Je vais faire un petit mkdir demo
Non, attendez, on va faire ça dans le même ordre que l'autre. C'est-à-dire que je vais appeler ça mkdocs underscore demo. cd mkdocs demo, parfait. Et là, je vais écrire pip. Ah non, c'est pas le bon. CTRL-C, CTRL-SHIFT-V, voilà. pip installe mkdocs. Alors là, en fait, il fait pas grand-chose. C'est pas ça que vous êtes censé voir. Parce que, ben, en fait, moi, je l'ai déjà installé. Donc, il fonctionne déjà. Maintenant, je veux créer un nouveau projet. Je vais faire mkdocs, new, et puis, je vais nommer mon projet de documentation. Genre, je vais l'appeler ma super doc. Ouais, je sais, je manque d'inspiration. Ma super documentation. Évidemment. Et je réalise que j'avais dit, ouais, je vais faire un truc léger. J'ai bien fait, hein. En fait, le temps avance quand même bien vite. Quoi qu'il en soit, je vais faire un petit code sur le dossier qui s'appelle ma super documentation. Donc mkdocs new, ça ressemble un peu à un composer create project, ça ressemble un peu à des différentes commandes où dès qu'on fait un new ou un create, derrière on met un nom de dossier en fait. Donc là je mets code, ma super documentation, il va m'ouvrir VS Code dans ce fameux dossier. Et en fait tout ce que j'ai, c'est un fichier YAML et un dossier docs. Et c'est tout. C'est tout, il n'y a rien d'autre. C'est fou. Vous allez me dire, mais ça sert à quoi? Mais ça sert à faire des docs, je vous ai dit. Alors, allons un peu dans le détail. Déjà, j'aimerais le démarrer. C'est bien beau d'avoir mon VS Code là, mais j'aimerais bien démarrer le serveur et voir quelque chose. Et ben, j'ai une commande mkdocs serve. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Symfony serve, mkdocs serve. C'est pas là par hasard. Je vais revenir ici, je vais faire donc mkdocs serve. Je sais, c'est pas tout à fait le même terminal, mais c'est un terminal. Et qu'est-ce qu'il me dit? Error already in use. Ah, peut-être parce que j'ai laissé tourner le serveur 8000 ici, tout simplement. Voilà, et on recommence. Voilà, et là il écoute sur le port 8000. Et ben, allons voir ce qui se passe sur le port 8000 à nouveau. Et là j'ai Welcome to mkdocs et j'ai un peu de texte, de documentation. Et là ce que je vois c'est que j'ai un menu qui est lié directement à mes titres. Donc j'ai une navigation de base qui est directement liée à mes titres. C'est beau, moi déjà juste ça je suis ravi. Parce que je veux faire une documentation et je veux la faire vite. Alors déjà c'est pas my doc, ça va être ma super doc, non, ma super documentation. On va l'écrire au complet. Ma super documentation. Voilà. Et là, je recharge. Et j'ai pas besoin de recharger. Vous avez vu cet outil moderne? Non, j'aurais dû le faire en 2 écrans. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire comme ça. Comme ça. Et comme ça. Non. Ça et ça. Voilà. Et donc, en fait, dès que je me mets à changer quelque chose dans mon YAML ou dès que je me mets à changer quelque chose dans mon MD, CTRL S, il le met à jour de l'autre côté. C'est tout ce qu'on attend, c'est quand même merveilleux. Alors moi je trouve ça super, et pourtant j'ai beaucoup plus apprécié de travailler avec VuePress. Mais je ne vais pas vous parler de VuePress aujourd'hui. Pour le moment je vais vous montrer mkdocs. Je trouve que cette chose est magnifique. D'abord c'est pas nouveau, et c'était déjà moderne. Bon, c'était pas exactement comme ça au début, mais c'était déjà moderne. J'ai pas beaucoup de choses à mettre là, et en fait l'essentiel du code qui est exécuté va venir plutôt en dehors de mon GitHub, de mon dépôt Git, pardon. Donc moi je peux committer tout le dossier que vous voyez là, le dossier docs avec le fichier YAML là, même si c'est YML au lieu de YAML, c'est pas très grave. Et en fait dans mon mkdocs.yml je vais pouvoir mettre des options de configuration. Donc là mon getting started me dit pas grand chose, mais je vais pouvoir fouiller la doc, adding pages. Ouais, on pourrait faire ça, on peut ajouter une page. Qu'est-ce qui se passe si j'ajoute une page? Mettons, je vais faire un petit about.md. Ça veut pas dire grand chose, mais je vais écrire point plus. Et je vais écrire on est en live. Non, on n'est pas en live, on est en vidéo.
On est en vidéo et en titre de 3e niveau, je vais mettre 03/04/2022. Ah, il me propose 2020. Pourquoi? Je sais pas. À quoi ça ressemble chez nous? Bah, pas grand chose en fait. C'est-à-dire que bon, bah, il a mis à jour le menu qui est là. D'ailleurs, si je peux dézoomer histoire d'être. Voilà. Il l'a mis à jour. Il a compris que j'avais cette page qui est Welcome to MKDocs. Et il s'est basé pas sur le nom du fichier, mais sur le titre. Bah oui, c'est le titre qui importe. Et là, si j'ai point plus, c'est parce que dans About, j'ai bien mis point plus. On est en vidéo, 3 avril 2022. Ça marche. Juste comme ça, ça marche. Bon, par contre, à un moment donné, ça va commencer à faire beaucoup. Hein. Ça va commencer à faire beaucoup d'entrées dans la navigation en haut et on ne peut pas s'en sortir indéfiniment comme ça. Forcément, il va falloir faire une documentation soi-même. Alors, comment on fait? Eh bien, dans le YAML, on fait simplement nav, on met les titres et on met les points d'entrée. Ah ben, c'est assez drôle qu'ils aient mis about.md. Moi, j'avais imaginé ça comme ça, mais pourquoi pas. Donc, dans ma nav, deux points. Attention, dans YAML, l'indentation est toujours importante. Donc, j'ai bien mis un tab. Et puis, je vais lui dire, ben, j'ai une entrée qui va s'appeler home et qui correspond à index.index, je vais y arriver, .md. Et puis, j'ai une entrée qui va s'appeler about et qui correspond à about.md. Donc là, il va m'afficher home et about. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu copier-coller ce que j'avais là, mais c'est pas grave. J'ai mis home et about tout simplement pour que je puisse retrouver home et about ici. Alors que pourtant, le titre de la page, c'est Welcome to MKDocs et que dans about, j'ai point plus. Donc, j'ai quand même une liberté assez simple pour pouvoir rédiger ma documentation. J'ai pas de thème. Bah, j'ai déjà un thème de base, mais je n'ai pas de vrai thème, je n'ai pas de beau design pour cette documentation. Mais est-ce que c'est important? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Bon, à vous de voir si vous en avez vraiment besoin. Sinon, il y a quelques thèmes qui sont déjà dans vos... qui sont déjà dans MKDocs. Comme ça. Attendez, on va le voir, là, je vais faire un petit CTRL-S ici. Et à droite, tada, on change complètement de design. Built with MKDocs using item provided by read the docs. Bon, c'est pas le thème du siècle non plus, mais n'empêche qu'il y a une sélection de thèmes déjà présents, au moins 2 en tout cas. Est-ce qu'il y en aura beaucoup d'autres? Je sais pas. Et en fait, tous les aspects de ce qui fait une bonne documentation sont personnalisables assez facilement. Je peux me contenter de faire juste des MD, j'ai quelque chose qui démarre très vite. Et en fait, ça répond à cette espèce de loi, de règles, de fonctionnement qu'on retrouve dans tous les frameworks et tous les bons utilitaires, c'est-à-dire ça marche tout de suite. Je claque des doigts, ça marche. Et au fur et à mesure que je peaufine mon projet, je peux améliorer le design, améliorer la navigation, améliorer les liens et pas seulement le contenu. Alors que là, je peux d'abord me concentrer sur le contenu. C'est super parce que ça va me permettre de travailler avec une équipe et ils vont s'occuper de juste rédiger des choses pendant que je travaille avec une autre personne pour voir comment est-ce qu'on va gérer notre thème qui correspond aux couleurs de l'entreprise. Enfin, tout ça l'un dans l'autre, ça fonctionne super bien. J'en suis ravi. Mais vraiment, hein, vraiment ravi. Bon, je vous parle pas de VuePress aujourd'hui, mais franchement, ça y ressemble beaucoup. Je vais quand même au moins en parler un tout petit peu. Juste un tout petit peu. Je vais pas faire de démo. Ouais, parce que j'ai prévu de vous faire une démo plus tard, en fait. Parce que VuePress, je m'en sers pour la documentation de Morgenboard. Et en fait, j'ai bien envie de vous montrer qu'est-ce que j'ai fait avec, comment j'ai fait, comment ça marche. Bref, on en parlera une autre fois, mais j'ai forcément à peu près la même chose. VuePress, cependant, il a été pensé ou dans un, comment je dirais, dans l'optique où il peut faire la même chose qu'à MKDocs. C'est-à-dire que je vais juste faire des markdowns, il va me générer automatiquement les navigations dans la page avec le menu sur le côté, il va me proposer des thèmes de base. Tout ce que j'ai dit à propos d'MKDocs est là. Mais VuePress me permet également de faire un blog.
VuePress a une communauté qui est peut-être un peu plus active. Et surtout, VuePress va me permettre de facilement générer un site statique. Alors, est-ce que MKDoc le ferait pas en fait, le type stat, je vais y arriver. Le site en statique, je suis pas sûr. Ah oui. Documentation site that you just built only uses static files, so you'll be able to host it from pretty much anywhere. Bon ben les deux font du statique, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Toujours est-il que si je fais un petit get started sur VuePress, ça va être à peu près la même chose. Je fais yarn, create, ouais je fais pas npm, faites comme vous voulez, mais yarn, create, VuePress-site et je lui donne le nom de mon dossier. Ça va me faire la même chose, ça va me générer une arborescence tout aussi clean, tout aussi propre. Je fais un petit yarn install, yarn dev, il me démarre un serveur et ça marche. Ça marche, c'est beau, c'est magnifique. Ah d'ailleurs, je suis peut-être pas sur la bonne version de la doc, c'est écrit 1.0 là. Mais ça va pas ça. Ça va pas du tout. Parce que la version 2 est sur le point de sortir et elle est encore mieux. Sur la version 2, je crée mon dossier, je fais un petit yarn init, yarn add, ben voilà, c'est tout. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je vais installer VuePress et puis après il me faudrait peut-être des petits scripts, hein, mais ça on en reparlera. Et quoi qu'il en soit, je vais me retrouver avec configuration, c'est pas ce que je voulais, mais ah voilà. Je vais me retrouver avec une arborescence qui ressemble à ça. Et si je commit, j'ai un git ignore. Si je commit pas, j'en ai pas, mais bon, on va en vouloir un. J'ai un package.json, là où j'ai un mkdocs.yml. J'ai aussi un config.js qui fait la même chose que le mkdocs.yml. Ça a l'air dommage, mais on va faire avec. Et je vais mettre toute ma config dans un dossier .vuepress. Et je vais mettre tous mes markdowns dans le dossier docs. Ce que je trouve magnifique avec ça, c'est l'un comme l'autre, en VuePress ou MKDocs, c'est que je vais pouvoir, et je vais vous montrer ce que ça donne quand même, je vais pouvoir aussi bien consulter ma documentation directement depuis GitHub. Voilà, je peux lire directement depuis GitHub parce que c'est du Markdown, puis parce que normalement la hiérarchie dans les dossiers va me permettre de m'y retrouver. Et aussi parce que dès que je fais un lien, le lien, normalement, il est relatif au dossier et puis éventuellement un paragraphe. Donc, je devrais pouvoir me déplacer dans... Oups, c'était pas le bon. Voilà, des apps documentation. Me déplacer dans le bon fichier, le bon dossier et voir les choses au bon endroit. Et ça, c'est cool. Ça veut dire que donc c'est exploitable, exécutable directement, consultable directement sur GitHub. Ou alors, je peux avoir le site. Et si le site est down pour je sais pas quelle raison, la documentation elle est toujours là. Et je peux également la cloner et je peux également aller la lire directement. Dans les deux cas, je trouve ça assez merveilleux. La documentation est toujours disponible. Vous pouvez écrire des livres entiers avec un ou l'autre de ces outils sans problème. Voilà, je sais pas du tout, parce que j'ai pas mis de timer, je sais pas du tout combien de temps ça a duré. Je pense qu'on est autour des 40 minutes, ce qui me paraît quand même beaucoup. Et ben écoutez, je suis ravi de cette première vidéo. Je suis un peu parti loin, plus loin que je pensais. Je voulais en faire, je voulais mettre peu d'informations et finalement, ben voilà, je parle longtemps. J'espère que ça vous a intéressé. Mettez-moi en commentaire si vous avez des suggestions, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous tenez absolument à ce que je fasse des lives. Dites-moi aussi en commentaire s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde une prochaine fois, parce que c'est le moment. Tout ce qui va être méta à propos du dev, ben, je prends vos suggestions désormais. Qu'est-ce que je pourrais bien vous proposer? Attendez, je vais plutôt faire comme ça, voilà, qu'on me voit en grand. Peut-être que vous avez des sujets sur des outils de dev, sur je sais pas, certains langages, certaines actualités, des questions que vous vous posez, des histoires de droit ou j'en sais rien. Bref, peut-être des choses qui m'inspireront et dont je pourrais parler en mai, en juin, en juillet. Ah, je suis pas sûr si je ferai une vidéo pour juillet. Ah, quoique, je vais peut-être le faire maintenant que je l'enregistre d'avance. Non, mais j'aimerais bien réussir à faire vraiment une vidéo par mois, même l'été.
quitte à ce que juillet août soit un peu différent. C'est donc la fin de cette première émission où je me suis quand même bien fait plaisir. On est bien là le matin, la petite musique chill, le pyjama. J'ai chaud, je suis bien. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon dimanche et également un très bon mois d'avril. À bientôt!